L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex, en visioconférence, c'est Nathalie Vandenbroek. Bonjour, bienvenue. Vous êtes donc conseillère au Conseil économique, social et environnemental. On va parler ensemble de ces enjeux majeurs de la pollution plastique dans le monde, avec peut-être un constat pour commencer. La durée de vie moyenne d'un plastique, c'est quoi? C'est quelques mois, c'est moins d'un an, ça a été calculé, ça? Bonjour. Alors, quand on parle de plastique, c'est vrai qu'on a différents chiffres qui nous viennent en tête. Déjà, il faut savoir que les produits plastiques, 81% des produits plastiques qu'on utilise sont transformés en déchets en moins d'un an. Donc, c'est un matériau qui est quand même assez utilisé rapidement. Et donc, on le retrouve de plus en plus dans la nature, évidemment. On voit ces images de quantité de plastique qui sont dans les océans. 85% des déchets que l'on retrouve dans les océans, c'est du plastique. On en retrouve sous forme de micro-nanoparticules, puisque sa particularité, c'est qu'il ne se dégrade jamais vraiment, il va se morceler. Et c'est là un des problèmes majeurs du plastique. Et face à ce fléau, l'Assemblée des Nations Unies pour l'environnement a adopté une résolution il y a un an. Alors, ça pourrait déboucher sur un traité international. Expliquez-nous ce qui peut se passer. Oui, on espère que ça va ça va déboucher sur un traité international. Effectivement, 175 pays ont signé cette résolution en mars 2022 pour justement aller vers un traité qu'ils veulent juridiquement contraignant, et ça c'est quand même une bonne chose, pour mettre fin à la pollution plastique. Donc c'est vraiment très ambitieux. Il y a un petit peu de différentes forces en présence qui sont là, c'est-à-dire qu'il y a certains pays qui sont au sein d'une coalition à haute ambition qui veulent vraiment que ce traité soit contraignant et qu'il travaille sur tout le cycle de vie du plastique, c'est-à-dire de l'extraction du pétrole à la fabrication du plastique, à son utilisation et à sa fin de vie. Et il y a d'autres pays qui souhaiteraient que ce soit moins contraignant, évidemment. Pourquoi le CESE s'empare de ce sujet ? En fait, le CESE, c'est une chambre consultative, une assemblée consultative qui représente la société civile organisée. Et donc, la pollution plastique est un sujet d'actualité, malheureusement, ça fait des années que c'est un problème. Voilà, donc la société civile, par ses organisations, notamment ces associations de protection de l'environnement, font ce constat qu'il faut agir. Il y a beaucoup de pays qui ont différentes législations qui permettent évidemment de travailler pour réduire cette pollution plastique, mais ça nous semblait important d'aider la France et l'Union européenne à avoir des positions de négociation qui déjà mettent la société civile organisée d'accord. Surtout qu'il va y avoir un round de négociations bientôt à Paris. Je crois que c'était à la fin de ce mois de mai. Comment ça se passe? Tiens, c'est quoi un round de négociations pour passer d'une résolution à un traité? Alors, la résolution, en plus, était très ambitieuse puisqu'ils ont dit qu'il fallait que le traité soit signé d'ici fin 2024. Donc, 5 réunions de négociation auront lieu. La première a eu lieu en novembre dernier en Uruguay, la prochaine donc aura lieu à Paris comme vous l'avez dit, et ensuite il y en aura 3 autres pour travailler et élaborer ensemble ce traité. Donc voir sur quoi les pays s'accordent, que ce soit sur les objectifs à atteindre, sur le type de traité et de texte juridique à mettre en place et surtout la question du financement. Et qui est présent? C'est pas au niveau, j'imagine, ministériel? Ce sont des conseillers, des représentants de chacun des États? Comment ça se passe? Ce sont des négociateurs. En fait, comme c'est un cadre onusien, c'est l'Union européenne qui va négocier. Et donc, la France sera un des États membres qui aidera l'Union européenne à avoir une ambition, une position la plus ambitieuse possible. Alors, il y a des préconisations du Conseil économique, social et environnemental pour justement faire en sorte que ce traité soit le plus ambitieux et donc, on l'a bien compris, le plus contraignant possible. Quelles sont vos préconisations ? Alors, je ne vais pas toutes vous les lister car nous avons élaboré une vingtaine de préconisations, mais en fait, on les a organisées en 3 axes. Le premier axe, c'est vraiment pour fixer des objectifs contraignants et précis.
Donc là, par exemple, nous avons une des premières préconisations a été proposition de stabiliser puis réduire la production plastique, puisque l'OCDE que nous avons auditionné estime qu'en 2019, il y a 460 millions de tonnes de plastique qui ont été produites, et si on ne fait rien, ils estiment que cette production va être multipliée par 2,5 d'ici 2060. Donc déjà, il faudrait réduire cette production plastique. Nous avons mis des préconisations sur l'interdiction de certains additifs, de groupes d'additifs qui pourraient être toxiques et néfastes pour la santé humaine et l'environnement. Une interdiction des plastiques à usage unique. Ensuite, un deuxième axe était vraiment sur la forme juridique du traité. Donc nous préconisons de partir sur un texte type protocole de Montréal qui, je vous le rappelle, a été mis en place dans les années 80. C'était pour lutter contre les CFC, ce gaz qui détruit la couche d'ozone. Donc c'était un cadre qui avait fonctionné. Et ensuite, le troisième axe, c'est vraiment associer les parties prenantes et la société civile dans ces négociations, et enfin mettre en place des financements, donc créer un financement qu'on appelle ad hoc, vraiment pour lutter contre cette pollution plastique, et mettre en place le principe du pollueur-payeur, avec notamment la responsabilité élargie des producteurs qui pourrait être mise en place dans tous les pays. Et là, on peut effectivement s'inspirer de ce qui se passe en France, puisque la responsabilité élargie du producteur, elle s'installe dans différents secteurs, et on voit son efficacité. D'ailleurs, c'est parfois un casse-tête pour les entreprises du secteur, au moins dans les premiers mois de mise en place. Est-ce que, par exemple, on calcule l'empreinte carbone, on en parle souvent dans cette émission, est-ce qu'on peut calculer une empreinte plastique comme on calcule une empreinte carbone ? Alors, je vous remercie de cette question, parce qu'effectivement, c'est une de nos préconisations qui est un petit peu innovante, puisque quand on parle de plastique, on parle souvent des bienfaits du plastique, car effectivement, il y en a. On peut baisser le poids des produits, donc dans le transport, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre, donc il y a moins de gaspillage alimentaire, donc le plastique a de nombreux avantages. Mais comme je vous disais, on ne peut pas réfléchir de la même manière sur un produit plastique que sur les autres produits, puisqu'il y a ce problème de dégradation et de l'impact que peut avoir cette matière sur tout le cycle de vie. C'est-à-dire il peut y avoir des pertes de plastique, de granulés de plastique, on en retrouve un petit peu partout lors du transport, lors de la fabrication. Et donc, l'idée, c'était de dire il faudrait, en complémentarité de ce bilan carbone, mettre en place une empreinte plastique pour faire un peu un bilan plastique et voir les externalités négatives que ce plastique apporte également. Et on a les outils pour calculer cette empreinte plastique aujourd'hui? Il suffit de prendre la décision, ou il faut encore un peu améliorer ou inventer ces outils? Il faut encore un peu améliorer et inventer ces outils, évidemment, et puis il faut que la définition soit partagée par tous les pays. Donc c'est pour ça qu'il nous semblait important aussi que la science soit mise un petit peu au cœur de ces débats lors des négociations, pour qu'il y ait une définition harmonisée et que les pays utilisent cet outil partagé et que ce soit le même, évidemment, entre les différents pays, puisque le plastique voyage beaucoup. Je crois qu'on a 80% du plastique qui voyage. Donc il va falloir qu'il y ait une homogénéisation des différentes normes à appliquer sur ce produit. Dernier mot sur l'aspect contraignant. Vous avez insisté là-dessus. Pour que ce soit efficace, il faut que ce traité soit contraignant. Et il y a eu malheureusement des exemples de traités qui ne l'étaient pas suffisamment. Est-ce que vous avez bon espoir, ou est-ce que vous sentez que on va dire le lobby qui freine est trop puissant aujourd'hui? Alors, je suis d'un naturel optimiste, donc moi j'ai bon espoir, mais il est vrai qu'en plus, dans ce contexte international qui est quand même sous tension en ce moment, avec des crises inflationnistes, des conflits armés dans différents pays, tout l'enjeu va être là-dessus. Il faut que les gouvernements qui vont négocier gardent à l'esprit que la pollution plastique est un peu, alors beaucoup disent c'est une bombe à retardement. On a quelques études qui montrent que on peut retrouver des nanoparticules de plastique dans le sang, dans le lait maternel. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'études réelles qui montrent s'il y a un impact.
mais nous appliquons le principe de précaution en tout cas. Mais voilà, il faut vraiment que les gouvernements aient une position assez ferme sur cette question, puisqu'il faudrait quand même ne plus avoir ce fléau sur Terre. Merci beaucoup Nathalie Van den Broek et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. On parle immobilier, comment développer l'immobilier sans artificialiser les sols.